Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes ici ce matin pour parler des BRICS, de la Chine, de la Banque africaine de développement. Est-ce que ce sont des alternatives au FMI et aux puissances occidentales? C'est la question principale de cet atelier. Les puissances occidentales et leurs institutions, telles que le FMI et la Banque mondiale, comme vous le savez, sont concurrencées par les BRICS, composés du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, dont la Chine semble la plus importante avec sa nouvelle route de la soie. Les questions auxquelles le panel ici présent vont répondre sont: les BRICS constituent-ils une alternative aux politiques impérialistes des puissances occidentales? Quid de la Banque africaine de développement? Qu'en est-il réellement? Et quel est le bilan de la nouvelle Banque de développement et du Fonds monétaire des BRICS? Les membres du CADTM ici présents qui vont répondre à ces questions sont Éric Toussaint, porte-parole du CADTM international, Sushovanth Dar du CADTM Inde, Brulai Bakayoko du CADTM Afrique et Solange Koné du CADTM Afrique. Moi, je serai la modératrice. Je ne suis pas membre du CADTM, mais une sympathisante de longue date, on va dire. Et je suis membre du collectif pour la défense des terres malgaches, basé en France. Merci, je donne la parole à Eric. Merci bien, bonjour à chacun et chacune, j'espère que vous êtes en pleine forme pour entamer cette journée. Donc comme Mamie vient de le dire, les BRICS, on en entend beaucoup parler, sont constitués d'un ensemble de 5 pays. Il est vrai que depuis l'année passée, on parle des BRICS+, et donc que certains pays se sont ajoutés à la liste, mais n'ont pas un rôle aussi important que les 5 fondateurs. Donc je rappelle que BRICS, c'est l'anagramme pour Brésil, Russie, Inde, Chine, South Africa, Afrique du Sud, donc d'où le sigle BRICS. Et effectivement, la question, c'est de savoir si ceux et celles qui pensent que ça constitue une vraie alternative ont raison de le penser. Au niveau du CADTM, il faut être très clair, nous pensons que ce n'est pas le cas, après avoir analysé ce que les BRICS réalisent. Comme vous le savez certainement, nous sommes, comme comité pour l'abolition des dettes illégitimes, tout à fait opposés aux politiques menées par les grandes puissances occidentales qui dirigent la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, jouent un rôle clé dans l'Organisation mondiale du commerce et toute une série d'autres institutions internationales. Et nous aimerions évidemment qu'à partir de ce qu'on appelle le Sud global, naisse une véritable alternative. D'où la tentation pour beaucoup de gens qui attendent cette alternative de voir dans les BRICS cette alternative, ou le début de cette alternative. Et je m'interromps une seconde parce que Verónica et Fatima, la traduction est con Mats. Entonces, por favor. Donc vous aurez compris qu'on a un pôle traduction anglais et un pôle traduction espagnol là. Et Max va traduire hacia l'espagnol. Et donc, si on regarde concrètement, par exemple, ce que font les BRICS, on se rend compte, si on analyse la politique qu'ils mènent en Afrique, en particulier en Afrique subsaharienne, que ça ressemble très très fortement
à ce que font les puissances occidentales depuis les indépendances et bien sûr dans la politique coloniale qui a précédé, c'est-à-dire de considérer l'Afrique comme un très grand territoire bourré de ressources naturelles qu'il faut extraire au maximum sans les transformer sur place et en exploitant la population au prix le plus bas possible, sans favoriser sa qualification et donc sans favoriser le développement d'une industrialisation diversifiée sur le continent. Et c'est ce que les Européens ont fait surtout à partir du XIXe siècle. Avant ça, ils extrayaient de la population de l'Afrique et ils l'exportaient vers le Nouveau Monde. À partir du XIXe siècle, c'était le début de l'extraction des matières premières et de la surexploitation des populations africaines. Et on voit, si on regarde une carte de l'Afrique, que les voies de communication, c'est essentiellement des lieux d'extraction vers les côtes afin d'exporter sur le marché mondial dominé par les puissances occidentales, même si maintenant la Chine a pris sa place dans ce contexte. Et justement, si on parle de la Chine et des autres pays, et qu'on analyse ce qu'ils soutiennent comme investissement et comme projet, on se rend compte que c'est le même type de politique qui est suivie, c'est-à-dire la construction de voies ferrées pour exporter des matières premières, la construction de ports en eau profonde pour exporter aussi ces matières premières, le développement de barrages ou de centrales de production électrique pour avoir l'énergie suffisante pour extraire les matières premières. En plus de ça, il est vrai, la Chine contribue à construire des stades sportifs, des palais présidentiels qui assoient sa présence et renforcent ses liens avec certains gouvernements de la région. Mais si on passe au scanner les crédits octroyés par les différents pays des BRICS, et principalement la Chine, on voit que les crédits pour le développement de bâtiments universitaires ou d'hôpitaux ou de laboratoires sont absolument infimes par rapport aux investissements, c'est-à-dire infimes, c'est-à-dire de l'ordre de 1% par rapport aux crédits et aux investissements dans l'extraction des matières premières. Alors les BRICS se sont dotés d'une banque, elle s'appelle la Nouvelle Banque de Développement, son siège est à Shanghai, la présidente actuelle de la Nouvelle Banque de Développement s'appelle Dilma Rousseff, elle a été la présidente du Brésil jusqu'en 2013, elle avait succédé à Lula, elle est donc du Parti des travailleurs du Brésil. Son mandat se termine en juin 2025 et elle sera remplacée par quelqu'un désigné par Poutine. La Nouvelle Banque de Développement, sa direction, c'est une rotation. Tous les 2 ans, il y a une nouvelle présidence et ça se répartit entre les 5 pays fondateurs de la Nouvelle Banque de Développement, donc les 5 pays membres des BRICS. Et cette Nouvelle Banque de Développement, si on analyse ce qu'on appelle son portefeuille, ça veut dire les crédits qu'elle octroie, on voit qu'elle octroie des crédits dans des proportions très faibles, parce qu'en réalité,
si on prend l'ensemble des crédits octroyés par les BRICS, elles représentent peut-être 3% des crédits octroyés par les BRICS. Ce sont les banques des BRICS pris séparément qui octroient des prêts, et principalement les Chinois. Les Chinois détiennent des créances sur les pays du Sud pour 1300 milliards de dollars. La Chine est le principal pays créancier maintenant de la planète. Elle dépasse de loin, au niveau de ses créances, donc de ses crédits, elle dépasse de très loin la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international. La nouvelle banque de développement est une institution des BRICS, mais qui est en fait marginale dans la politique de la Chine. La Chine préfère passer par ses propres banques. Mais si je reviens à la nouvelle banque de développement, ce qui est frappant, c'est que cette nouvelle banque de développement emprunte sur les marchés financiers comme le fait la Banque mondiale. La Banque mondiale se finance sur les marchés financiers en vendant des titres de la Banque mondiale, et la nouvelle banque de développement vend des titres de la nouvelle banque de développement essentiellement en dollars. Elle se finance en dollars et elle traite principalement en dollars. Alors que si les BRICS suivaient ce qu'ils avaient annoncé, ils devraient mettre sur pied une monnaie commune et prêter dans une monnaie commune, ou prêter dans les monnaies des pays membres des BRICS, et principalement, par exemple, en monnaie chinoise, le renminbi. Mais non, les crédits sont principalement en dollars. Et ce qui est tout à fait frappant, c'est que suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les sanctions prises à l'égard de la Russie, la nouvelle banque de développement a arrêté tous ses crédits à la Russie pour garder sa notation AAA par les agences de notation comme Standard & Poor's, Fitch et les autres, de manière à pouvoir emprunter au taux d'intérêt le plus bas. Et donc pour ne pas être dégradé, la banque de développement ne prête plus à la Russie, qui pourtant va prendre la présidence de cette banque de développement à partir de juillet 2025. Donc mon temps est quasiment écoulé, et donc pour nous, cette nouvelle banque de développement et les BRICS ne constituent pas une alternative. On pense qu'il faudrait mettre en place une véritable alternative. Une véritable alternative, ça implique notamment d'annuler les dettes, alors que les BRICS augmentent les dettes des pays africains et des autres pays du Sud global. Il faudrait établir un commerce juste entre les puissances du Sud global, comme la Chine et les autres puissances qui font partie des BRICS. Et par exemple, le Brésil est une puissance économique importante, notamment par rapport à ses voisins, ou l'Inde dont Sushovan va parler, et un commerce égal et les échanges égaux avec eux, ça ne devrait pas passer par l'OMC. Or, la Chine exige, dans ses accords avec ses partenaires économiques, la signature de traités de libre commerce. La Chine est le pays qui aujourd'hui défend le plus l'Organisation mondiale du commerce. Les États-Unis sabotent l'Organisation mondiale du commerce. Ils n'y ont pas désigné de juge, ce qui fait que le tribunal de l'OMC ne peut pas fonctionner parce que son groupe de juges n'est pas au complet. Et la Chine demande que l'OMC fonctionne à plein régime. Et donc ne pratique pas des relations commerciales
qui se différencie fondamentalement de l'esprit des traités de libre commerce qui correspondent aux intérêts des grandes multinationales privées. Bon, je m'arrête ici et je repasse la parole à Mamie. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à Eric. Vous aviez sûrement compris que chaque intervenant a droit à 12 minutes et que je suis chargée de leur rappeler le temps qui reste de temps en temps. Maintenant, nous passons la parole à Sujovan Dar du ACDTM Inde. Oui, bonjour. Moi, je parle en anglais et Nathan, il va traduire vers le français. Alors, donc, as Eric has explained about the basics of the BRICS and the structure of trade, I just want to go back a little bit. In the 80s, when there was a debt crisis around the world, which resulted in a strong anti-debt movement globally in the 90s, and also after the subprime crisis, and through various movements against the World Bank and IMF in the late 90s, early 2000s, the big mobilizations in Prague, in Seattle and other, people were looking for a change with the existing Bretton Woods institution, the global financial order, the global financial architecture. And that got reinforced even more with the subprime crisis of the 2007-8. And in fact, the emergence of BRICS is very interestingly at that point of time. Many of Voilà, alors Eric a parlé un peu de ce qu'étaient les BRICS en quelques mots, et il a parlé un peu de la structure du commerce au niveau mondial. Moi, je voudrais revenir un peu sur les années 80, une période à laquelle il y a eu une crise de la dette et un mouvement anti-dette également qui s'est développé au niveau mondial. Vers la fin des années 90, il y a eu une forte opposition face justement aux structures, aux institutions financières internationales, FMI, Banque mondiale, et également l'OMC, avec les sommets de Seattle et d'autres encore. Les populations cherchaient de plus en plus une alternative à l'architecture financière internationale telle qu'elle existait. Et cela s'est renforcé encore plus après 2008, après la crise des subprimes et après la crise de 2008, de sorte que les BRICS sont arrivés en quelque sorte à un moment opportun. And many of us coming from various movement backgrounds in the quote-unquote third world, and also a big section of the progressives were extremely hopeful about the rebirth of the Bandung spirit. When we speak of the Bandung spirit, it means the conference in 1955 in Bandung, Indonesia, of 29 African and Asian countries, which was getting in a middle path, which was sort of a resistance to imperialism, and also tried to define development in their own terms, which of course resulted in the non-aligned movement at its height with 120 countries, including Cuba, part of the non-aligned movement. So there was a dream that we will get back to such a situation, and BRICS actually comes in being at that point of time in 2007. Initially, it was not named by the countries of the BRICS. It was a Goldman Sachs terminology for the emerging markets. That was more in terms of a definition of financial markets. And the emerging financial markets were termed as BRICS, which is, of course, as Eric has explained, so Brazil, Russia, India, China. And it was BRIC, and then South Africa was added later on to form the BRICS. So it was a term by Goldman Sachs. And therefore, BRICS as a bloc emerges with a lot of hope from people that it will do something different. In fact, whether if the BRICS can reverse the historical unequal relationship between the North and the South, between the core and the periphery, that was the whole challenge. But however, with the few days of functioning of the BRICS, we could see that it was Pour beaucoup d'entre nous, donc, qui venions de mouvements tiers-mondis, de ce qu'on appelait le tiers-mondisme, la gauche, il y a eu un peu l'espoir à ce moment-là, en 2007-2008, l'espoir d'un retour à ce qu'on appelait l'esprit de Bandung.
Alors Bandung, c'était la conférence qui avait eu lieu en 1955 à Bandung en Indonésie, qui avait réuni 29 pays d'Afrique et d'Asie pour s'opposer à l'impérialisme et pour proposer une voie de développement autonome, indépendante, qui avait débouché bien sûr sur ce qu'on a appelé le mouvement des non-alignés, dont faisait d'ailleurs partie à l'époque Cuba. Et donc pour beaucoup d'entre nous, on a espéré un retour à cet esprit de Bandung, et c'est là que les BRICS sont apparus donc en 2007. Alors le nom de BRICS, au début, il n'a pas été proposé par les BRICS eux-mêmes, mais par Goldman Sachs, afin de désigner les marchés émergents, donc un nouveau type de marché financier selon Goldman Sachs. Donc c'était d'abord BRICS sans le S, et puis on a ajouté le S lorsqu'on a inclus l'Afrique du Sud dedans. Donc ce bloc a émergé, et pour beaucoup, il y avait l'espoir que les choses changent. La question qui se posait, c'était de savoir si les BRICS allaient pouvoir renverser l'ordre des choses, l'ordre des relations nord-sud, des relations centre-périphérie. If we look at the internal mechanisms, the trade of the BRICS and the inter-BRICS trade, first of all, let's look at the trade between the BRICS countries. We can see that Brazil, Russia, and South Africa are largely dependent on commodity export, especially grains, crude oil, metals, ores, etc. And China is a major buyer of all the primary materials. China is a major exporter of manufactured and semi-manufactured goods even to the BRICS countries, and there's a huge trade imbalance. So what we can see is a form of classical north-south manufacturing commodity function division of labor between labor and manufacturing, replicated across the BRICS nation, with China as a major importer of raw materials, primary materials, and exporter of manufacturing goods, which has also resulted in huge trade imbalance. In fact, I think a week back, we saw that there's a huge trade deficit between Russia and China, and which Chinese exports are facing a problem to Russia at this point of time because there's a huge trade imbalance. Or, rapidement, ce qu'on a pu observer dans le fonctionnement interne, et notamment dans le commerce entre les BRICS eux-mêmes, ça a été des relations fortement inégales. En fait, le Brésil, la Russie, l'Afrique du Sud sont des pays qui dépendent fortement de leurs exportations de matières premières non transformées. On peut penser par exemple au gaz, au pétrole ou encore à d'autres. Alors que la Chine, elle, est un exportateur majeur de produits manufacturés. On a donc pu observer la réapparition, la réémergence de rapports assez classiques dans les rapports impérialistes entre les pays du centre et de la périphérie, avec la Chine comme puissance étant importatrice de matières premières non transformées et étant un exportateur majeur de produits manufacturés. Et ça a mené d'ailleurs à des déséquilibres flagrants de la balance commerciale. On a vu ces dernières semaines l'annonce d'une balance commerciale profondément déficitaire pour la Russie vis-à-vis de la Chine. And also, if we look at the BRICS trade, credit and investment outside the BRIC countries, especially in Latin America, Africa, and also parts of Asia, we can see it's even more pernicious in the global south, especially as I told you, Latin America, Africa, and parts of Asia, which is leading to reinforcement of the same north-south exploitative relationship as we have seen. And also a huge debt crisis across many of the regions. It's not a big amount, but it's growing. It's constantly, the BRICS, especially the Chinese credit is quite growing at a very fast rate. So in fact, the functioning of the BRICS countries are basically, it fails to develop a new model. It's based on the very same model of exploitation of primary material, re-export, export of capital, and investments and various creating dependencies, the same old debt crisis, and various things of that sort. In fact, one of the most with the Chinese export, where China is number one in terms of BRIC countries with a much bigger economy. There has been a lot of failed projects, and which has led China to claim these projects, as we've seen, for example, in Sri Lanka, there was this port which was developed in the south of Sri Lanka. The port was developed by China, called Hambantota Port, and there was a debt, and the Sri Lankan government failed to pay the debt because the project was not viable. And then China demanded Hambantota
as an exclusive Chinese property, which means an exclusive Chinese territory on the Sri Lankan side. Similar things have happened in Africa with the railway project in Kenya, with the railway project, I think the new railway project is coming up in Tanzania, in Djibouti, in many other parts of the world. With, in Nicaragua, the canal project in Nicaragua, and many other, I mean, there are numerous one can go through. Et en fait, si on s'intéresse aux relations commerciales, d'octroi de crédit et aux investissements des BRICS en dehors des BRICS eux-mêmes, en Amérique latine, en Afrique et aussi dans une certaine partie de l'Asie, on se rend compte que ces rapports inégaux sont là encore plus pernicieux. Donc ils ont renforcé les rapports inégaux qu'on observait déjà avec des risques de crise dus à l'endettement. On a en effet un niveau de dette qui n'est pas forcément extrêmement élevé pour l'instant, mais qui croît de façon extrêmement rapide, avec la Chine qui devient notamment une puissance créancière très importante. Donc les BRICS n'ont pas su développer un nouveau modèle, ils restent basés sur le même vieux modèle d'exportation de matières premières pour les pays dépendants et d'exportation de produits manufacturés et de capitaux pour les pays les plus puissants. Et la Chine en particulier est devenue la première puissance exportatrice parmi les BRICS. Et elle profite notamment d'un certain nombre d'échecs de la part des pays dépendants. Par exemple au Sri Lanka, on a pu l'observer avec le port de Hambantota, où le Sri Lanka, incapable de rembourser sa dette vis-à-vis de la Chine, a dû céder le port de Hambantota à Pékin. On a observé la même chose avec la Chine qui a pris le contrôle d'infrastructures de chemin de fer au Kenya, en Tanzanie, à Djibouti et au Nicaragua. So therefore we can fairly summarize that the BRICS have failed to uphold environmentally sustainable and socially just models of development. Rather it has been actually the force of continuity and legitimization of the global capitalist power structure. In fact, if you look at the relationship between BRICS and Western power, we can see that many of the scholars and intellectuals in the South are saying that it's nothing but neoliberalism with Southern characteristics. And therefore, it leads us to a conclusion, and also the way the BRICS function to a conclusion, which I'm sorry because of short of time I have to rush through a bit. It's what we call as within the imperial order. They're trying to fight for a place within the imperial order. There are debates whether it's sub-imperialism or imperialism. For me, China and Russia do not qualify anymore as sub-imperialism. They are as equally imperialist countries as the other Western blocs, for example, the triad of the North America, Europe and Japan. They follow the same. As for India, South Africa and Brazil, where we can debate whether it's sub-imperialism and imperialism, but for China and Russia, they are surely imperialist countries. And in fact, the model of development as proposed by all these countries are super exploitation of their own working classes, predatory relations regarding their hinterlands, which means that India vis-a-vis South Asia, that's Pakistan, not Pakistan, but Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Bhutan, Maldives and the small countries, China Russia with its relationship with various other countries, especially Eastern Bloc and some of the places, Brazil in Latin America, South Africa, in the southern part of Africa, with the hinterlands, it's very much a relationship of a predator and a prey. And China with the South China Sea, and there are various geopolitical issues as well, which certainly contribute to the whole process. And we've just dealt with the economic ones, but there are various geopolitical processes, border tensions in South China Sea, and various other places, India-China border tensions, and other places as well. But of course, not to forget the Russia-Ukraine war, the Russian invasion of Ukraine. So these are very much the characteristics, and above all, they stand for their collaboration with imperialism, not a competition, but a collaboration, and to find that therefore, we hear from the BRICS for a greater voting power in the IMF and not a dismantling of the IMF structure. It doesn't want to dismantle the IMF structure, but want a bigger share.
and this also collaborate with the formation of G20, etc. And the focus shifting from G7 to G20. So I just finish in a couple of lines is that BRICS expansion is not outside but within the global capitalist order, reinforcing the very same tendencies. In fact, it strengthens the core periphery relationship, and especially with the Belt and Road Initiative of China, which is now expanded to 40 countries in Africa, 18 countries in Latin America, which has got the whole globe around it, and of course in very many parts of Asia. They also reinforce and the deeply rooted imagery of quote-unquote modernization and development, whereas such projects are challenged both in much of the Southern scholarship and many of Northern scholarships and social movements. Therefore, in some, BRICS actually stand. It's a bargaining forum for emerging economies, whether they're emerging or they're full-grown capitalist economies at this point of time. And I personally do not believe that they're any more emerging. They've grown to their fullest possible scale and size and dimensions. It's a challenge from them to have a greater pie of the larger global share of imperialist loot. Thank you. Donc, en bref, les BRICS ont échoué à proposer un modèle de développement respectueux de meilleures normes sociales et environnementales. Au contraire, tout ce qu'ils ont fait, ça a été légitimer le capitalisme existant. Beaucoup ont souligné, en s'intéressant aux relations BRICS, pays occidentaux, qu'il s'agissait finalement de rien d'autre que de néolibéralisme avec des caractéristiques de pays du Sud. Il y a des débats, mais on peut dire que finalement les BRICS ne font rien d'autre que chercher leur place dans l'ordre impérialiste. Il y a des débats quant à la question de savoir si on peut parler de sous-impérialisme ou non. Pour moi, c'est clair, en ce qui concerne la Chine et la Russie, en tout cas, il ne s'agit même plus de peut-être un sous-impérialisme, il s'agit évidemment de pays impérialistes, au même titre que la triade États-Unis, Europe, Japon. Pour le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud, on peut débattre effectivement de la pertinence de qualifier ces pays de sous-impérialistes. Pour la Chine et la Russie, c'est évident, il s'agit aujourd'hui de puissances impérialistes. Il s'agit de puissances qui surexploitent leurs travailleurs, qui imposent des relations prédatrices sur la périphérie. On peut penser pour l'Inde à des pays comme le Népal, le Sri Lanka, le Bhoutan, les Maldives. Pour la Chine et la Russie, une série d'autres États en Asie et puis également en Europe de l'Est pour la Russie. Pour le Brésil, des pays d'Amérique latine. Pour l'Afrique du Sud également, des relations prédatrices via d'autres pays à sa périphérie. Et puis bien sûr, là on a parlé de l'économie, on n'a pas forcément le temps, j'ai pas forcément le temps d'aborder les questions géopolitiques, mais cela amène une série de tensions géopolitiques. On peut penser à la Chine en mer de Chine méridionale, et bien sûr à l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine. Voilà donc pour les caractéristiques des BRICS. Je pense qu'on peut dire en tout cas qu'il s'agit finalement non pas d'une opposition mais d'une collaboration avec l'ordre impérialiste. Les BRICS finalement se battent pour une plus grande part du gâteau, comme on peut le voir dans les débats au sein du FMI, comme on peut le voir en ce qui pousse pour que le G20 devienne l'arène principale de discussion plutôt que le G7. Donc en conclusion, on peut dire que l'expansion des BRICS n'a fait que renforcer les tendances existantes du capitalisme. Et on peut voir également, quand on observe le projet des nouvelles routes de la soie de la Chine, que celle-ci s'étendent très largement à des dizaines et des dizaines de pays en Afrique, en Amérique latine et bien sûr surtout en Asie. En faisant cela, les nouvelles routes de la soie n'ont fait rien d'autre que de renforcer les problèmes dus à la modernisation et au développement qui ont été identifiés au XXe siècle par un certain nombre d'universitaires et d'acteurs à gauche. Aujourd'hui, je pense que on peut ne même plus qualifier les BRICS d'économies émergentes. Il s'agit aujourd'hui d'économies pleinement capitalistes.
qui cherchent tout simplement à se battre pour une plus grosse part du gâteau impérial, du gâteau du pillage impérialiste. Merci. Merci beaucoup à Souchovan et à son traducteur. Nous allons passer la parole à Broulaye Bakayoko. À toi d'abord. Ah, d'accord. Nous allons passer la parole à Solange Koné du CADTM Afrique. Merci Mamie, bonjour à tous, bonjour à toutes. Comme elle l'a dit, je suis donc Solange Koné, je suis membre du CADTM Afrique, mais aussi je suis membre de la Marche mondiale des femmes. Peut-être que j'ai des amis qui sont dans cette salle-là, je les salue particulièrement. Et puis membre, j'allais dire, d'autres organisations militantes en Afrique et un peu partout, on va dire. Depuis donc quelques moments, on parle de la Chine et c'est nous qui voyons la réalité en Afrique. On va se demander que cherche donc la Chine en Afrique en investissant autant que nous voyons. Je vais rappeler que les bailleurs de fonds occidentaux ont eu des conditionnalités qui visaient à réformer les économies en Afrique dans un sens totalement libéral. C'est comme si c'était de la dictature. On dit que c'est la privatisation à outrance, la réduction des effectifs de l'administration, la libéralisation des secteurs stratégiques, etc. Des conditions qui arrivent sous forme d'échange de ce qui serait investi. Ils encouragent, soi-disant, les pays à s'engager sur la voie de la démocratie et de la bonne gouvernance. Ceux qui ont visité les pays d'Afrique, dites-moi s'il y a vraiment de la gouvernance ou de la démocratie. Ou bien quand vous écoutez les médias, dites-moi. En l'absence de progrès, soit dit, dans ces domaines, ces bailleurs de fonds traditionnels se réservent le droit de fermer les robinets des financements. Vous l'entendez, vous le vivez tous les jours. À l'opposé, la Chine se tient à sa politique de non-ingérence dans les affaires intérieures des pays africains, dont les dirigeants apprécient l'absence de pression de la part de la Chine, des sermons sur les droits de l'homme et la corruption. Nos dirigeants n'aiment pas ça beaucoup, je crois que tous les dirigeants d'ailleurs. Donc, le fondement de la politique de la Chine s'en tient donc à sa politique, comme je l'ai dit, de non-ingérence dans les affaires intérieures des pays, dont les dirigeants apprécient, mais donc leur fondement politique de non-ingérence se trouve donc dans les 5 principes de la coexistence pacifique présentés par le premier ministre chinois lors de la conférence de Bandung en 1955. Et ces principes disent respect mutuel de l'intégrité territoriale et de la souveraineté, non-agression mutuelle, non-ingérence mutuelle, bénéfice mutuel, coexistence pacifique. Voici les principes que la Chine édicte pour faire la différence avec ce dont je venais de parler avec les partenaires traditionnels. La Chine, de ce fait, est donc désormais le principal partenaire commercial de l'Afrique. Lors du sommet Chine-Afrique en 2018, 60 milliards de dollars ont été promis par la Chine à l'Afrique d'ici 2021-2030 et répartis comme suit. 13 milliards seront sous forme de prêts à 0% d'aide sans contrepartie. 17 milliards seront sous forme de prêts à bateau sans aucune conditionnalité. Et 8,6% pour la formation.
Donc, si vous êtes candidat à une formation, vous y êtes invité. Pardon. Mais, ce qu'il faut reconnaître, si la Chine réalise de grosses prestations de services, les vrais investisseurs sont les États clients, qui doivent rembourser les prêts consentis par les banques d'État chinoises. Ainsi, les investissements réalisés par les Chinois visant en Afrique et utilisant des capitaux africains ne peuvent être considérés comme des flux d'investissement étrangers, même si leurs promoteurs sont des Chinois. Excusez-moi, hein, la machine n'est pas à moi, j'apprends à la manipuler. Et donc, vu ces principes, on est donc en mesure, en droit de se demander comment la Chine alimente la dette en Afrique. Certains experts remettent cependant en cause l'inconditionnalité des prêts chinois. Derrière ces prêts à taux zéro ou presque sont l'enlèvement des barrières douanières pour certains produits venus de Chine, entraînant l'effondrement de plusieurs chaînes de valeur en Afrique, notamment dans les domaines du textile, de la métallurgie ou des matériaux de construction. Par exemple, au Cameroun, des artisans travaillant dans l'extractivisme dans l'extraction de la pierre sont devenus vulnérables du fait de l'importation massive des carreaux chinois. Les carreaux que les Chinois exportent au Cameroun. La Chine a concédé un prêt de 6 milliards de dollars à la République démocratique du Congo, obtenant en échange le droit d'exploiter plusieurs mines de cuivre et de cobalt. Hier, on était à l'ouverture de ces sessions. Vous avez vu le film, les conséquences sur les populations, vous les avez vues. En Guinée-Conakry, elle a fourni une ligne de crédit de 20 milliards de dollars afin d'obtenir des concessions d'aluminium. Problème. Si les prix des matières premières servant de garantie baissent, le coût de la dette, lui, augmente. La Chine détient donc 70% de la dette publique bilatérale du Cameroun. En Angola, chacun des 28 millions d'habitants doit 745 $ à la Chine. La dette kenyane est détenue à hauteur de 72% par la Chine. À Djibouti, la dette équivaut à 84% de son PIB, et j'en passe. Vous voyez, il y a des exemples pour dire que les choses ne sont pas aussi, j'allais dire, luxuriantes que ça. En fait, l'aide chinoise est doublement liée. D'autre part, les projets financés par la Chine font essentiellement appel à des entreprises chinoises. Et d'autre part, les financements des projets d'infrastructures comme les routes, les ponts, les barrages, les hôpitaux, etc., ou de prestige, les stades. La Côte d'Ivoire vient de finir la CAN. Suivez mon regard. Donc les stades, les palais présidentiels sont systématiquement liés à l'octroi de concessions pétrolières ou minières. Donc, pour nous, la question de, j'allais dire, de la générosité, entre parenthèses, de la Chine, il faut la voir par des loups pour dire que ce n'est pas une véritable générosité. J'aurais bien aimé aller plus, mais nous devons nous partager le temps de parole avec mon collègue. Voilà pourquoi j'en viens à ce que nous souhaitons. Que souhaitent les Africains? Il est démontré que l'aide au développement, quelle qu'elle soit,
n'apporte rien aux pays africains, mais les maintient dans la dépendance économique et politique. Pour nous, l'aide au développement, c'est du chantage. Ensuite, ce qu'il faudrait, c'est d'obtenir un vrai leadership des citoyens en tant que contribuables et non simples bénéficiaires des charités internationales et nationales. J'ai toujours mal au cœur lorsque je vois dans un village, un centre de santé, une maternité construite et les femmes, les pauvres paysans, les pauvres populations doivent sortir depuis 6 heures du matin, venir attendre les autorités et les internationaux jusqu'à 17 heures sans boire de l'eau, danser sous le soleil et tout, alors que cette infrastructure est la leur. C'est leurs contribuables, c'est leurs impôts qui ont permis de faire cela. Mais ce n'est pas expliqué et ce n'est pas vu comme ça. Donc, en tant que contribuable et non simple bénéficiaire, cette communauté a un droit de regard et même un droit d'avis sur tout ce qui se passe. Et puis, ce qui va impliquer la redevabilité des élus de nos pays, tout ce que les élus reçoivent, il faut qu'ils expliquent, qu'ils disent d'où ça vient, ainsi que les internationaux. Quand la Banque mondiale, le FMI, etc. viennent dire que nous avons fait un don, il faut qu'en retour, ils reviennent dire ce don qu'on a fait. Voici où est-ce que c'est parti. Mais on n'a jamais ça. C'est toujours le renouvellement des prêts. Y compris dans l'AIS, les pays Mali, Niger et Burkina, où la politique a changé, mais ces faits n'ont pas changé. Il reste le même. Donc, il y a un gros boulot au niveau, à l'égard des citoyens en Afrique. Et je vais terminer par là pour dire que donateur, oui. Mais pourquoi donne-t-on? Je veux qu'on se pose cette question-là. Pourquoi je donne? Est-ce que quelqu'un peut donner des milliards, des millions pour les beaux yeux de quelqu'un d'autre? Cette question, nous voulons la poser et je vous remercie. Merci beaucoup Solange. Maintenant, nous passons la parole à Foulaye Bakayako de CADTM Afrique. Oui, bonjour tout le monde. Donc, je suis basé à Bamako, au Mali, où le secrétariat permanent du réseau CADTM Afrique est transféré depuis 2014. Alors moi, je vais parler de la Banque africaine de développement, qui est la principale institution de financement des pays africains qui a été créée en 1964. Et parce que les pères de l'indépendance avaient effectivement compris que le système du FMI et de la Banque mondiale ne peut pas leur permettre d'avoir un développement social et économique. Donc il faudrait trouver une alternative pour mettre en place une banque africaine. Donc c'est cette banque qui a été créée, qui s'appelle la Banque africaine de développement. Mais la mission de cette banque est de lutter contre la pauvreté et en contribuant au développement social et économique de ces pays membres. Alors, cette banque est composée de 82 pays membres, dont les 54 en Afrique, les 54 pays africains, et 28 pays en Occident. C'est bon de citer ces pays pour que vous les sachiez. L'Allemagne est membre de la Banque africaine de développement et siège dans son conseil d'administration. Il y a l'Arabie Saoudite, il y a l'Argentine, il y a l'Autriche, il y a la Belgique, il y a le Brésil, il y a le Canada, il y a la Chine, il y a la Corée du Sud, il y a le Danemark, il y a les Émirats arabes unis, il y a également l'Espagne, les États-Unis, il y a la Finlande, il y a la France, il y a l'Inde, il y a l'Irlande,
il y a l'Italie, le Japon, Koweït, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse et la Turquie. Donc ce sont les 28 pays occidentaux qui siègent au conseil d'administration de la Banque africaine de développement et qui ont un droit de vote de 41%. Donc le reste des droits de vote est réservé aux pays africains. Mais le droit de vote est déséquilibré et censitaire, même au sein entre les pays africains eux-mêmes. Le Nigeria, le Maroc, l'Afrique du Sud ont le plus gros, ont la plus voix de droit de vote au sein de cette banque. Donc, ce qui fait que les projets qui sont financés par cette banque ne répondent pas aux préoccupations des citoyens à la base. Alors, si vous regardez cette banque-là, il y a le Fonds spécial du Nigeria qui est à côté, qui finance la banque, et il y a le Fonds africain de développement et la Banque africaine de développement elle-même. Donc, c'est les 3 sources de financement de cette banque-là. Alors, les États sont effectivement représentés au sein du conseil d'administration à travers le ministre de l'économie et des finances. Donc, il y a un titulaire et un suppléant. Et le suppléant, c'est le directeur de la Banque centrale, également dans le pays, qui est le suppléant. Donc, le ministre de l'économie et des finances est titulaire et le directeur de la Banque centrale est suppléant. Donc, ce qui se passe, les projets que cette banque finance, elle accorde aux États et au secteur privé, parce que la banque finance et les États aussi, et le secteur privé, ce qui est important à comprendre. Donc, la sélection des projets, ça se fait comme la sélection des projets au sein de l'Union européenne. Les fonds européens de développement en Afrique, certains pays africains sont au niveau des 10e FED, 11e FED, 9e FED. Donc, on dit toute proposition concernant le Fonds européen de développement, toute proposition qui n'est pas conforme à la ligne directrice de Bruxelles est automatiquement rejetée. Alors, ce qui intéresse l'Union européenne, c'est beaucoup plus l'amélioration du climat des affaires, privatisation, et la Banque mondiale qui parle Doing Business, et le FMI qui parle Making Business, et la notation des pays. Vous allez voir que les pays qui sont bien notés, ce sont dans les pays où il y a plus de crise sociale. Donc on se demande comment la Banque mondiale et le FMI notent le pays en développement, qu'ils ont réalisé des progrès en développement, alors que quand ils ont des bonnes notes, c'est les revendications sociales au niveau de la base. Alors, au sein de la base également, la sélection des projets, les 28 pays occidentaux qui financent, qui mettent de l'argent au sein de la base, qui s'imposent. Et c'est ce qui fait que les projets financés par la base, ce sont les agropoles, les centrales thermiques, les centrales à charbon, les barrages hydroélectriques, etc. Alors, donc, si vous regardez ces projets sont réalisés sans consultation publique. Et ils sont réalisés sur des sites déjà occupés par les communautés qui font de l'agriculture. Et ces projets aussi demandent souvent le déplacement de tout un village, comme font les sociétés minières également. Il y a des villages entiers qui sont déplacés, sans le respect du plan d'action de réinstallation, sans étude d'impact environnemental au préalable et sans études socio-économiques pour voir combien de communautés seront touchées, impactées par la mise en œuvre du projet. Et cela n'est pas fait. Il n'y a pas de consultation publique. C'est ce qui fait qu'au sein du CADTM Afrique, nous avons réfléchi pour dire que oui, il faut travailler sur le FMI et la Banque mondiale, mais la banque qui est chez nous-mêmes, qui est appelée Banque africaine de développement, qui n'est qu'un relais des FMI et de la Banque mondiale en Afrique aujourd'hui, qui ne répond pas au développement des pays africains. Donc si vous allez voir au Mali, on avait interpellé le Parlement allemand à un moment donné, parce que l'Allemagne siège au conseil d'administration de la BAD. Il y a un projet qui a été réalisé, qui a cherché des villages entiers sur les terres agricoles.
Donc, ce projet, on est passé par un opérateur privé malien qui est venu chercher les communautés sur leur terre. Si vous partez à Dakar également, au bord de la mer, la centrale thermique qui a été construite là-bas, il y a les femmes qui faisaient la transformation des poissons. On est venu chercher ces femmes. Vous partez également en Guinée-Conakry, on a construit un barrage où les femmes faisaient le maraîchage. À côté, ces femmes ont été expulsées. Vous partez également au Cameroun, en Afrique précisément, où ils ont construit un barrage, on a expulsé la communauté, non seulement sur leurs maisons, mais sur leurs terres agricoles. En Côte d'Ivoire, à Tabot, à Jacquesville, ils ont réalisé encore une centrale thermique là-bas, où complètement on a cherché, on a récupéré les terres agricoles et dédommagé certains pieds de cacao à 2000 francs seulement. Donc il n'y a pas de juste indemnisation. Donc c'est pourquoi on a mené une campagne ciblant, une campagne de réparation ciblant la Banque africaine de développement en Afrique qui est conduite actuellement par le réseau CADTM Afrique en synergie d'action avec une organisation sud-africaine qui s'appelle WOMI, qui est une organisation féminine, mais aussi une organisation sénégalaise, une organisation ghanéenne et une organisation ivoirienne. Donc, nous menons cette campagne de réparation ciblant la Banque africaine de développement. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à Poulaï Bagayoko et à tous les intervenants. Je suis désolée de harceler légèrement. Il nous reste en fait 15 minutes à peu près, puisque nous devons nous séparer à 10h30 pour le débat. Vous pourrez poser des questions et prendre la parole évidemment, mais nous voudrions juste rappeler que sur le site du CADTM, il y a beaucoup d'articles sur le BRICS, la Chine, la BAD, etc. Donc, nous ne pourrons pas, au cours de ce débat de ce matin, compléter toutes les connaissances et donner toutes les informations, mais, s'il vous plaît, excusez-moi, sélectionnez les questions. Je suis désolée de dire ça. Oui, madame. Qu'est-ce qu'il faut dire? Passez le micro. Je viens de passer 10 ans, mais en écoutant beaucoup de vidéos alternatives, des informations alternatives, eh bien, à propos de BRICS, il n'y a pas qu'un phénomène économique, il y a un problème d'alliance. En Amérique du Sud, on parle de la patria grande, de la grande patrie qui unit les pays. Dans le thème de l'humanisme, je veux dire que ça. Et non plus pas dans le thème belliqueux. Et donc ce sont des choses fortes pour un grand changement du monde. Je passe la parole à 3 autres personnes avant de demander à quelqu'un de répondre et de réagir. Les 2 messieurs à droite. Le micro. Oui, c'est mieux de venir ici. Sinon, je peux passer. Non, mais ils peuvent venir. Merci. Je prendrai celle-là, je crois bien. Voilà, merci de la voix forte, c'est pour ça que je demande le micro. Voilà, je crois que moi je ne suis pas trop pessimiste comme je l'ai entendu à un instant par rapport aux BRICS. Les BRICS, c'est une alternative, voilà. Donc ça vient de voir le jour, 2 décennies, même pas encore 2 décennies. Donc on ne peut pas comparer les BRICS et la Banque mondiale, les institutions de Bretton Woods. Et pour ce qui est de la dédollarisation, ça y est en cours, du moment que ils sont en train de réfléchir là-dessus pour définir les modalités pour mettre en place cette dédollarisation qui va aider un peu à changer la donne. Pour ce qui est aussi de la Chine n'est pas le BRICS. Dès lors qu'il y a un pays africain, ce qui est là, ce qui n'existait pas avant, l'Afrique du Sud fait partie des BRICS. L'Algérie vient d'être intégrée et il y a d'autres pays africains qui vont peut-être intégrer sous peu. Donc ce qui veut dire qu'il y a là aussi une amélioration, donc les choses évoluent, ce n'est pas comme les institutions de Bretton Woods.
Donc, pour ce qui est de la nouvelle banque du développement, donc, selon le concept que vous préconisez, effectivement, ils vont peut-être finir par libeller les prêts en monnaie locale, comme on le réclame depuis longtemps, et que la Banque mondiale et le FMI refusent de faire depuis un bon moment. Et pour ce qui est des projets de la Chine, je ne suis pas un partisan de la Chine, mais la Chine fait mieux que les Européens. La Chine investit, même si ce sont les entreprises chinoises qui viennent faire les travaux, et c'est les Chinois qui donnent de l'argent, mais au moins, ils financent et ils font des infrastructures, ce que les Européens ne font pas généralement. Et pour terminer, pour dire que, bon, effectivement, que les BRICS, c'est une vraie alternative. Si vous pensez que ce n'est pas le cas, quelle alternative vous proposez qui ferait que les BRICS puissent au moins changer par rapport à ce que vous leur préconisez? Voilà. Merci beaucoup. Si vous pouvez passer le micro au jeune homme derrière. Merci. Je vous remercie pour votre conférence. Un peu court, s'il vous plaît. Excusez-moi. En fait, la question que je me pose à l'ESSER, c'est est-il possible de créer une alternative au FMI et à la Banque mondiale dans le capitalisme existant? Ah, ok. Là, vous m'entendez, c'est bon? Ok. Donc la question, c'est est-il possible de créer une alternative au FMI et à la Banque mondiale dans le capitalisme existant, où les alternatives seront toujours condamnées à être corrompues par les intérêts impérialistes? Merci. Merci. Il y a deux dames là-bas derrière qui voudraient prendre la parole. Si vous pouvez passer le micro. Merci à tous les présentateurs et la présentatrice. Moi, c'est Yvonne, je viens de la RDC. Je voulais compléter par rapport à la BRICS et au BRICS le point de vue des populations en Afrique, et je donne l'exemple chez nous en RDC avec les conflits qui ont fait plus de 30 ans. Pour la grande partie de la population, et surtout les jeunes, parfois quand ils ont même leur marche, vous les verrez toujours avec leurs messages, ils font appel à la Russie pour leur venir au secours par rapport au conflit qui est là. Qu'est-ce qu'ils avancent comme argument? Ils avancent comme argument pour dire que le pays membre de BRICS n'entre pas, comme a dit Maman Solange, dans la politique interne du pays. On a vu dernièrement, on montre comment les puissances occidentales se mixent dans les politiques internes de pays africains. On a vu dernièrement les vidéos qui circulaient sur les réseaux sociaux où on montrait comment on avait fait partir Laurent Gbagbo, qui est réellement celui qui avait réussi aux élections. Comme on trouvait que Laurent Gbagbo commençait à parler un langage où il défendait l'intérêt de son pays, c'est comme ça que la guerre a été éclatée pour qu'on puisse le remplacer par celui qui est là. La même chose pour d'autres pays africains. Dernièrement, il y a le président de notre pays qui a fait, il avait fait un point de presse quand on lui a posé la question par rapport aux pays membres de BRICS. Qu'est-ce qu'il a dit? Les autres nous respectent. Donc ils nous trouvent comme étant les humains, comparativement aux autres dirigeants qui nous trouvent comme des sous-hommes. Quand ils veulent même donner des injonctions, donc ils mettent qui ils veulent. Une dame politicienne de mon pays a fait aussi un témoignage dernièrement qu'en 2002, elle a été consultée par quelques membres des ambassadeurs occidentaux qui lui proposaient à ce qu'elle puisse devenir vice-présidente au détriment du président de son parti, parce que ce dernier trouvait que celui-là était plus radical. Donc, l'unique chose qui font que le pays occidental africain puisse adorer les BRICS, c'est ce respect mutuel, la non-ingérence dans la politique, le non-financement de groupes armés. Il y a des armes qui circulent, bien qu'il y a d'autres qui viennent aussi de la Russie et autres, mais il y a cette ingérence-là. L'ingérence, c'est l'unique chose qui pousse aux gens d'adorer, donc d'accepter ou de dire que les autres pays font mieux que les anciens partenaires avec lesquels on a vraiment de longues histoires du fait de passer ensemble. Par rapport à l'alternative, c'est à nous de réfléchir. Que faire? Les autres, il y a les points positifs, c'est ce respect, la non-ingérence dans nos politiques.
le respect de ne pas trouver les Africains comme si c'était les sous-hommes, les gens qui doivent vivre des dictats. Et c'est à nous maintenant de voir, de proposer d'autres alternatives concernant tout ce qu'on a montré comme le méfait qui ne sont pas connus de tout le monde. Que faire pour qu'on puisse vivre dans un monde où les uns les autres, que ce soit au nord ou au sud, qu'il n'y ait pas de qui donnent des injonctions aux autres ou qui trouvent d'autres pays comme si c'était les quartiers ou les provinces de leur pays. Merci. Merci. Il y a une dame devant, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour la présentation. Ma question porte sur la gestion des éventuels litiges, que ce soit dans la nouvelle banque de développement ou la Banque africaine de développement. On sait que les litiges sont gérés par des instances très problématiques sur le système actuel. Donc est-ce que cette question elle est abordée dans les plans des BRICS, dans les nouvelles institutions que vous avez présentées? Merci. Merci. La dame devant, s'il vous plaît. Et après, je prendrai la parole en tant que participant au débat. Il y a le micro qui arrive. Voilà. Je voulais vous demander à propos de l'Afrique, est-ce que les 3 pays du Sahel sont en train d'essayer de créer plus d'alternatives à ce niveau-là? Est-ce qu'ils sortent un peu de ces problèmes-là de la banque de développement? Excusez-moi. Merci beaucoup. Je vais prendre la parole et puis je passerai la parole aux intervenants pour répondre. Excusez-moi, je voudrais juste parler pour Madagascar. J'aurai l'occasion de parler demain, donc je ne développerai pas, mais je voudrais juste donner un cas de la Russie, parce que c'est vrai qu'il y a différents pays, donc les interventions de ces pays sont différentes. La Russie, en 2018, est venue à Madagascar, et je pense bien que c'était même l'équipe de Wagner. Il y a eu plus de 10 candidats aux élections présidentielles. Ils ont proposé de financer plus de la moitié de ces candidats. Et entre-temps, le gouvernement ou l'équipe en place leur a confié la gestion de la seule exploitation minière qui est encore malgache, après que tout ait été donné à des étrangers. Et en quelques mois, ils ont tout dilapidé. Les employés n'ont même plus reçu de salaire. Excusez-moi, je suis émotionnée. Et donc, juste pour donner des exemples de trucs bizarres, cette histoire de participation ou d'ingérence de la Russie dans les élections présidentielles malgaches ont été rapportées par une journaliste malgache qui a remporté le prix Pulitzer en 2019 ou 2020. Merci. Je passe la parole à toi, peut-être, pour commencer. D'accord. Merci beaucoup. Je voudrais prendre la question sur la Chine, où un intervenant a relevé le fait que la Chine fait mieux que les autres et que si on veut prendre les raccourcis, on dirait qu'est-ce qu'on reproche donc à la Chine. Donc, la Chine sur le continent est plus visible, se rend plus visible, fait des actions qui paraissent être des actions sociales. Ça, on l'a relevé et on l'a dit. Cependant, la Chine, lorsqu'elle vient investir dans un pays, vient, comme on l'a dit, avec ses matériaux, vient avec sa main-d'œuvre, vient avec son expertise, vient donc poser, j'allais dire, une infrastructure. Dans le même temps, nos enfants, nos jeunes, sont sans emploi. Et c'est eux, n'ayant pas d'emploi, qui se sentent obligés de traverser la Manche au prix de leur vie.
nous ne sentons pas d'amélioration en termes de connaissances, de savoir, de transmission, de savoir-faire, nous ne percevons pas cela. Et nous, je crois, je n'ai pas fait d'études pour le dire, mais les yeux le voient, nous ne percevons pas de valeur ajoutée. Et donc, même si les responsables, les élus se sentent respectés, nous pensons que cela ne suffit pas. Moi, je viens de la Côte d'Ivoire où on cultive le café, le cacao, où les terres sont fertiles. La Chine a aussi sa main dans l'agriculture. L'accaparement des terres. Or, nous avons connu une guerre en Côte d'Ivoire qui était liée au fait que la terre était mal gérée. Donc, qu'un autre partenaire vienne de l'extérieur ajouter à nos problèmes internes, vous comprenez? Et aussi, lorsqu'il y a, du fait comment on va dire ça, d'une activité de la Chine, on doit déplacer les populations, comme l'a dit Boulaye. Si vous avez votre champ de café, le pied de café, on l'évalue à $2. Croyez-vous qu'un pied de cacao évalué à $2, même si vous en avez 1 million, si c'est cela qui vous fera vivre avec votre famille toute votre vie? Donc voici des aspects qui nous amènent à dire que nous ne voyons pas de différence entre ce que la Chine fait et ce que les autres ont déjà fait. Donc voilà, comme nous sommes deux, mon collègue pourra aussi ajouter sa part. Il y a certains points que Yvonne a déjà pris, donc je pense que je passerai la parole à Boulaye sur la question des 3 pays du Sahel, mais aussi sur les points que les uns et les autres ont relevés. Merci. Alors, la question qui a été posée, comment sont gérés les litiges au sein de la Banque africaine de développement, particulièrement parce qu'en 2004, la Banque africaine de développement a créé un mécanisme indépendant de recours. Donc, vous pouvez porter plainte par rapport à ces réalisations, mais elle a aussi défini quelles sont les plaintes qui sont recevables. Donc, elle dit les plaintes qui ne sont pas éligibles, les plaintes liées à la passation des marchés, donc également les allégations de fraude ou de corruption ne sont pas recevables, les plaintes frauduleuses ne sont pas recevables, les plaintes concernant les questions sur lesquelles le mécanisme indépendant de recours a déjà travaillé et l'inadaptation des politiques ou des procédures au sein de la BAC. Donc elle-même dit que ces genres de plaintes ne sont pas recevables en son sein. Alors, le mécanisme est tellement verrouillé aussi que si vous portez plainte, ça n'aboutit pas. Les femmes sénégalaises qui exploitaient le poisson au bord de la mer ont porté plainte contre la BAC au sein de l'OCDE. La plainte n'a pas abouti. Donc, en Côte d'Ivoire également, il y a une plainte, elle n'a pas abouti. Et au Mali également, il y a une plainte, elle n'a pas abouti. Mais ce que les communautés demandent aujourd'hui, que la responsabilité sociale des entreprises soit impliquée sur la BAC. Parce que ce n'est pas appliqué sur la BAC. Il faut appliquer ça sur la BAC. C'est ce que nous demandons. Et afin qu'elle fasse des réparations justes et équitables. Parce que d'abord, ces financements bénéficient le privé seulement et pas le public. Alors ce n'est pas sa vocation au regard des communautés. Donc ça c'est la gestion des plaintes au sein de la Banque africaine de développement. Et nous disons aujourd'hui qu'il faut plutôt créer une banque du Sud qui a été recommandée depuis des années. C'est la seule solution, créer une banque du Sud. Sinon ni le FMI, ni la Banque mondiale, ni la Banque africaine de développement ne vont constituer une alternative aux besoins de financement des pays africains. Ce n'est pas possible. Donc, une autre question, est-ce que
les pays de l'AES ont créé une alternative comparativement ou contrairement aux autres pays. Bon, et l'influence de la Russie en Afrique et dans ces 3 pays particulièrement, vous savez que nous sommes confrontés par le terrorisme et que les forces onusiennes étaient là depuis des années et n'ont pas pu régler le problème. Donc, au contraire, le terrorisme a envahi tous les pays, mais avant qu'il ne vienne, c'était seulement les régions du nord du pays qui étaient concernées. Mais quand ils sont venus pour lutter contre le terrorisme, et le terrorisme a envahi tous les pays, ça veut dire qu'ils ont complètement échoué. C'est pourquoi les populations soutiennent les militaires qui sont au pouvoir, et qui ont cherché la France, les forces françaises, onusiennes également. Tu peux aller vers la fin, s'il te plaît. Oui. Donc, en ce qui concerne le développement, il y a des réflexions qui sont en cours, mais on ne peut pas dire à la date d'aujourd'hui qu'ils ont véritablement créé une alternative, contrairement aux autres. C'est vrai qu'on est en train de parler de la création de notre monnaie et d'autres choses, et le travail est en cours. Merci. Merci et désolé. Je passe maintenant la parole à gauche. Oui. Donc au niveau des alternatives, on a très peu de temps pour donner des réponses complètes aux différentes questions. Il y avait une question sur les instances pour gérer les litiges. Est-ce que les BRICS proposent d'autres instances? En fait, les BRICS proposent les instances existantes. Donc, comme je l'ai indiqué, les BRICS demandent le respect des règles de l'OMC. Si vous lisez la dernière déclaration du dernier sommet des BRICS de août 2023 tenu en Afrique du Sud, c'est un appel à appliquer les règles de l'OMC et les autres règles définies avec le G20 et le G7, et c'est pour ça que nous disons que ça ne constitue pas véritablement d'alternative et qu'il faut abandonner les structures de gestion actuelle des litiges, donc refuser le tribunal de l'OMC, refuser le tribunal de la Banque mondiale, qui est à la fois juge et partie. Nous sommes, comme l'a dit Broulaye, en tant que CRDTM, pour la création d'une banque ou 2 banques du Sud, de véritables banques du Sud alternatives, avec les pays qui la composeraient ayant chacun le même poids. Personnellement, comme représentant du CRDTM, j'ai participé à la tentative de création d'une banque du Sud en Amérique du Sud, en tant que représentant du CRDTM et à la demande du gouvernement équatorien. Et donc, une banque du Sud a été mise en place, soutenue par 7 pays de l'Amérique du Sud. Malheureusement, à cause de l'attitude au sein de ces 7 pays, l'attitude du Brésil, qui a sa propre logique qu'on appelle de sous-impérialisme périphérique, le Brésil a saboté la mise en place concrète et le démarrage des activités de la Banque du Sud. Et donc, il s'agit dès lors pour le CRDTM de redémarrer un processus pour constituer de véritables banques du Sud en alternative à la fois à la Banque mondiale et au FMI et aux BRICS. Nous nous opposons totalement aux politiques des puissances occidentales. C'est, je dirais, nos premiers ennemis. Mais ce n'est pas parce que nous nous opposons à ces ennemis qu'il faut nous faire prendre les BRICS comme des amis et comme l'alternative.
Donc j'ai bien entendu ici dans la salle l'intervention disant qu'il faut leur donner du temps, c'est une vraie alternative. Donc nous n'avons pas le même avis que ce que tu as exprimé. Tu as bien le droit d'exprimer ton avis et on est là pour en débattre. Mais donc c'est très clair pour nous. Nous analysons dans le détail ce que font les BRICS et il ne s'agit pas d'alternatives parce qu'eux-mêmes sont essentiellement pour extraire des matières premières de l'Afrique sans les transformer sur place et en exploitant la main-d'œuvre au prix le plus bas possible. Et donc, ils ne constituent pas, ils ne proposent pas un modèle différent du modèle colonial ou néocolonial occidental. Et nous sommes dès lors pour dire qu'il faut auditer toutes les dettes réclamées par les différents créanciers. Auditer, c'est-à-dire analyser la légitimité et l'impact des crédits octroyés par la Banque mondiale, par le FMI, par la Belgique, par la France, mais aussi analyser les conditions dans lesquelles la Chine octroie des crédits. Qu'est-ce qui est réellement réalisé? Est-ce que des populations sont déplacées? Est-ce que les populations déplacées pour la réalisation de ces projets financés par la Chine sont correctement indemnisées? Est-ce que l'impact sur l'environnement est évalué correctement? Tout cela doit faire l'objet d'audits à participation citoyenne. Effectivement, nous voyons bien, je termine par là, que la Chine ne se comporte pas comme les États-Unis et nous apprécions cela. La Chine n'a pas jusqu'ici agressé un pays, n'a pas renversé un gouvernement, n'a pas réalisé donc d'agression, tandis que les États-Unis ou la France les ont multipliés, mais comme la Russie a aussi multiplié des agressions par rapport à ses voisins. Mais donc nous voyons effectivement à ce niveau-là, comme l'a dit Yvonne, et on est d'accord, il y a une différence de ce point de vue-là entre la Chine et les États-Unis. Et donc nous nous opposons d'abord, parce que nous sommes en Occident, aux puissances européennes, mais nous ne voulons pas présenter pour autant la Chine comme un modèle alternatif. Nous refusons qu'on diabolise la Chine, nous refusons tout le discours sur la Chine est agressive, manipulatrice, etc. Et nous, les Occidentaux, avons mieux compris ce qu'il ne fallait pas faire suite à notre passé. Nous dénonçons ce type de discours manipulateur et de diabolisation de la Chine, mais nous refusons l'idée que la Chine constituerait un véritable modèle alternatif. Merci pour votre attention. Ah, juste mentionner, pardon, on vient de publier un article d'un camarade sud-africain pour montrer que les différents pays des BRICS continuent à envoyer de l'énergie au gouvernement de Netanyahou s'il y avait véritablement une volonté d'alternative, la moindre des choses de la part des BRICS, ce serait de couper toutes les relations économiques avec le gouvernement fasciste de Netanyahou qui agresse le peuple palestinien et maintenant la population libanaise. Mais non, ils maintiennent les relations économiques avec le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou et donc nous sommes extrêmement critiques à l'égard des BRICS de ce point de vue-là. Merci beaucoup. I would just like to add 2 points. Most of the points have been said. In fact, the whole question of de-dollarization involving the BRIC countries, trade amongst them and trade outside of that, is still very much a myth, with 80% of the global trade from the BRICS countries, either between them or outside, dominated by dollar, US dollar. For very many reasons, we might not have the time to talk about it. As we said, one can refer to the number of articles. We have more than 100 articles on BRICS.
very informed, detailed ones at different point of time since 2007-8 till today for the last 15-16 years, and one can refer to that for a much better understanding. With regards to litigation against the New Development Bank, in fact, the agreement of the New Development Bank, Chapter 6, clearly state about the immunity of the bank. It's an Article 30, position of the bank with regard to judicial process. It says that the bank shall enjoy immunity from every form of legal process except in cases arising out or in connection with the exercise of its power to borrow money. I mean, so it's just a replication of what the World Bank statutes say, or the Asian Development Bank, or the African Development Bank, Inter-American Development Bank. It's the same immunity thing. So NDB cannot be challenged, cannot be taken to court, except by the lenders. Yeah, that's all. Alors en ce qui concerne, pour revenir sur la dédollarisation du commerce qui serait pratiqué par les BRICS, alors ça aussi en fait c'est un mythe. Aujourd'hui, 80% du commerce des BRICS, tant entre eux qu'avec des pays tiers, se réalise toujours en dollars US. Donc 80% du commerce est réalisé en dollars. Il y a différentes raisons à cela, on n'a pas forcément le temps de les exposer ici, mais je rappelle qu'il y a plus de 100 articles qui ont été publiés sur le site du CADTM depuis 2007-2008, l'apparition des BRICS, et donc vous pouvez vous référer à cela pour avoir plus de détails. Autre chose concernant la nouvelle banque de développement, puisqu'on a parlé des litiges et de la possibilité de leur règlement. Alors dans l'accord instituant la nouvelle banque de développement, dans son chapitre 6, article 30, il y a une clause sur l'immunité judiciaire de la banque. Donc la banque ne peut être poursuivie devant la justice pour aucune raison, par aucune entité, autre que les créanciers. Donc seuls les créanciers, seuls les prêteurs peuvent assigner la nouvelle banque de développement en justice. Et ça, c'est une clause qui est exactement la même que celle qu'on retrouve dans les autres institutions financières internationales, que ce soit la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement et les autres. Merci beaucoup.